Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comme promis, je vais vous parler de déficit foncier. Préparez votre cerveau, ça va être costaud. À tout de suite. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avec un tableau, ça sera beaucoup plus pratique que justement avec mes stories Instagram. C'était vraiment très compliqué de vous expliquer. D'ailleurs, franchement, le sondage m'a fait rire. J'étais pas du tout compréhensible. Donc, c'est pour ça que ça m'est venu effectivement l'idée de faire une chaîne YouTube. Alors, attention, concentrez-vous. Je vous ai préparé un tableau. Je vais vous expliquer étape par étape. Donc, ne regardez pas l'ensemble. Suivez ce que je vais vous dire. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Et j'espère que justement, un grand nombre d'entre vous vont comprendre. On va partir, donc le déficit foncier, c'est quoi? C'est une opération de location, donc d'investissement locatif avec des revenus locatifs, principalement de la location nue, moi c'est ce que je fais, location nue longue durée, ou des locaux commerciaux aussi que j'ai, donc ça c'est des revenus fonciers, tout ce qui concerne les revenus fonciers. Voilà, donc SCI à l'IR, en nom propre aussi quand on achète de la location nue, donc longue durée, appartement, immeuble, peu importe, ou locaux professionnels, voilà. Donc le déficit foncier, l'achat en nom propre, ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir des travaux pour avoir des déficits reportables, ce qui évite de payer de l'imposition sur les revenus locatifs. Donc c'est très intéressant, mais par contre, effectivement, il faut souvent faire des travaux, sinon l'imposition arrive de manière très forte. Et je vous expliquais, on est imposé sur du remboursement de capital, ce qui peut être très dangereux et très problématique si on ne l'anticipe pas bien. Donc, le déficit foncier, je vous ai pris un exemple concret. C'est un immeuble que je possède de 4 appartements. Voilà. Donc comme ça au moins c'est des vrais chiffres, c'est la réalité. Cet immeuble, j'ai des revenus donc de 19 250 € hors charge. Donc les charges, attention, on les provisionne et on les reverse suivant la répartition des charges. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai tout ça. On va pouvoir déduire de ces revenus tout un tas de choses. Donc vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt pour commencer. Vous allez pouvoir déduire, donc ça vous avez sur votre tableau d'amortissement, vous reprenez les intérêts d'emprunt. Ensuite vous allez pouvoir déduire l'assurance du prêt. Voilà, donc j'ai noté l'assurance du prêt. Vous pouvez déduire l'assurance propriétaire non occupant, c'est l'assurance que vous prenez quand vous assurez les murs. Le locataire assure l'intérieur et en tant que propriétaire vous devez assurer les murs, la coque, voilà. Et donc je vous encourage à avoir cette assurance parce que quand il y a des problèmes, effectivement, ça peut vite coûter très cher. Vous pouvez déduire la taxe foncière, attention, sans les ordures ménagères puisque c'est fait partie des charges récupérables. Vous pouvez déduire, alors ça c'est l'État qui nous fait un cadeau de 20 € par appartement. Ouh, cool, merci l'État. C'est en fait une sorte de forfait pour timbre, voilà, forfait frais postaux, etc. Ils estiment qu'on peut déduire à peu près 20 € par appartement. Bon, sur cet immeuble j'ai 4 appartements, donc je déduis 80 €. Et divers, ça c'est des frais exceptionnels. Donc les frais exceptionnels, je les ai mis à 0 pour ne pas fausser les chiffres, mais en gros ça va être la première année d'acquisition. Vous allez pouvoir déduire beaucoup plus de frais qu'au cours des autres années. C'est-à-dire, ça va être par exemple l'établissement qui se porte caution. Donc soit c'est la banque prend une garantie dans un établissement de caution, vous pouvez déduire ces frais. Soit la garantie hypothèque ou IPPD. Voilà la garantie financière finalement de la banque que la banque prend. Vous pouvez la déduire la première année. Vous allez pouvoir déduire aussi vos frais de dossier bancaire. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, 500 €, 1000 €, les frais de dossier bancaire sont déductibles. Voilà, donc c'est des frais que j'ai pas mis, voilà, qui sont à titre exceptionnel. Donc je préfère pas en tenir compte, mais je vous le dis quand même. Alors on va déduire donc tous ces frais fixes, on va dire, et on va arriver à un résultat donc de 11 579 € à déclarer. Bien sûr, on va pouvoir déduire des travaux. Alors, attention sur les travaux, c'est des travaux d'amélioration, de rénovation simple. Ce n'est pas des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement. Tout ça n'est pas déductible en déficit foncier. Donc faites attention, si vous aménagez des plateaux, si vous restructurez complètement les appartements, si vous faites des créations, par exemple création de salle de bain, ce n'est pas bon, ce n'est pas déductible. Donc attention, c'est de la rénovation, vous pouvez rénover entièrement des appartements, mais il ne faut pas faire de la construction, des agrandissements. Donc attention. Les travaux, donc c'est là où tout l'intérêt du déficit foncier prend son sens, c'est que vous allez pouvoir déduire, donc on est parti sur une enveloppe de 50 000 € de travaux. Alors forcément, on se retrouve en déficit.
Donc vous voyez qu'une fois qu'on enlève ces 50 000 euros, on se retrouve avec 38 421 euros en déficit. La première année de ce déficit, vous allez pouvoir imputer 10 700 euros sur votre revenu à vous, personnel, sur vos revenus. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez baisser votre imposition personnelle. C'est un déficit qui est imputable, ce qu'on appelle sur le revenu global, donc vos revenus de salaire. Donc effectivement, la première année, donc on enlève 10 700 qu'on va enlever sur votre revenu global. Il nous reste encore en déficit imputable 27 721 euros. Donc on se rend compte que sur notre revenu global de 30 000 euros de salaire, on enlève 10 700, on ne se retrouve plus qu'avec 19 300 euros d'impôt sur le revenu. Ce qui est très intéressant puisqu'on peut payer de l'impôt et là on n'en paye peut-être plus. Ensuite, on va reprendre sur les autres années. Donc j'ai repris des chiffres classiques sachant que les intérêts d'emprunt vont être de moins en moins importants au fur et à mesure des années. Les assurances aussi, suivant si vous avez des assurances fixes ou modulables. Mais j'ai pris pour faire simple les mêmes chiffres pour que vous puissiez comprendre, mais c'est à réajuster effectivement. La taxe foncière peut moduler aussi chaque année. Tous les ans, en fait, on va se retrouver avec 11 579 euros à peu près à déclarer. Bon, un petit peu moins avec le temps, effectivement, puisque plus le temps passe, moins on a d'intérêt d'emprunt. Donc la deuxième année, 2021, on se retrouve avec ces déficits qui étaient reportables. Donc il faut savoir que ces déficits sont reportables, parce que là on a pris 50 000 euros, mais on pourrait prendre 100, 200, 300 000 euros pendant 9 ans maximum. Donc la première année, donc c'est 10 ans, mais la première année, donc voilà, compte, et puis après pendant 9 ans, donc ça peut être reporté jusqu'à 9 ans. Donc ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites des travaux, moi j'ai fait des travaux jusqu'à 150, 200 000 euros, ben forcément ça vous fait des enveloppes reportables assez importantes pendant pas mal d'années. Donc ça c'est très intéressant. Donc vous retrouvez la deuxième année avec ces 27 000 euros qui étaient en attente à déduire de vos revenus fonciers. Et donc, vous passez encore à 16 142 euros de déficit. Donc votre revenu foncier à déclarer est encore de zéro. Pas d'impôt sur les revenus fonciers en 2020, pas d'impôt sur les revenus fonciers en 2021, et on a encore un déficit reportable pour l'année suivante. Par contre, les revenus sur le salaire, on ne peut plus imputer 10 700 euros, donc malheureusement, ce n'est que la première année, à moins qu'en 2021, vous refassiez une nouvelle opération de déficit foncier. Auquel cas, vous pourrez à ce moment-là, de nouveau, sur cette nouvelle opération, enlever 10 700 euros de vos revenus globaux. 2020, on continue, on se retrouve donc avec cette enveloppe déficitaire à reporter, on est encore en déficit. Cool. 2022, toujours pas d'impôt sur le revenu par rapport à notre revenu foncier. Donc pas d'impôt sur le revenu, attention, à vos salaires oui, mais pas d'impôt sur les revenus fonciers. Par contre 2023, c'est là où ça va changer, on épuise le stock finalement, le revenu, le déficit reportable. 2023, plus que de 4 563 euros à déduire, et là effectivement on se retrouve en positif, donc on va devoir déclarer des revenus fonciers, donc 7 016 euros de revenus fonciers. Comment ça va être traité? Vous avez vos salaires, 30 000 euros, c'est un exemple, hein. Vous ajoutez 7 016 euros et on se retrouve donc avec 37 016 euros d'impôt sur le revenu. Donc forcément votre impôt sur le revenu va augmenter suivant votre tranche d'imposition. Vous allez avoir plus d'impôt sur le revenu. Et en plus de ça, ces 7 016 euros vont être imposés à la CSG. Donc c'est 17,2. Donc je vous ai fait le calcul, c'est 1 207 euros de CSG, CRDS sur ces 7 016 euros. Voilà. Et donc là, on se retrouve vraiment avec pas mal d'impôts. Donc j'espère que vous aurez assez de cash flow pour payer cet impôt, puisque chaque opération, bien sûr, doit être en différentiel positif pour pouvoir digérer de l'imposition. Mais attention, parce que là, c'est un exemple d'un immeuble, mais on pourrait en avoir 3, 4, 5 comme ça qui s'enchaînent. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Et donc forcément, on se retrouve avec des enveloppes de déficit de plus en plus importantes pour pouvoir éviter de l'imposition. Donc voilà le schéma un petit peu. Si vous achetez donc plusieurs biens, les revenus se compensent, c'est-à-dire que vous allez avoir la totalité de vos revenus fonciers qui va se cumuler et c'est des vases communicants. C'est-à-dire que si vous avez un autre immeuble qui va faire une opération de déficit foncier, donc là clairement sur ce schéma-là, on se rend compte qu'avant 2023, il faut faire une nouvelle opération de déficit foncier pour recréer du déficit et pour gommer la fiscalité de cet immeuble et du nouvel immeuble aussi. Voilà. J'espère, voilà, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, c'est un schéma assez simple, j'espère que vous aurez mieux compris
comme ça. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que pour vous, mais maintenant, le déficit foncier n'a plus de secret pour vous. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Je pense qu'on va parler de la fiscalité du meublé pour voir un petit peu la différence comme on est sur la fiscalité. Je pense que c'est des sujets qui vous plaisent bien. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe pour la location meublée. À très vite.